Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des histoires les plus bouleversantes, celle qui donne littéralement des frissons. Vous êtes prête? Alors, suivez-moi. La folie. Une chose effrayante, imprévisible. Imaginez ne rien faire de mal, vivre une vie tranquille, et pourtant devenir la victime d'un crime atroce, motivé par une raison absurde. Oui, c'est possible. Et c'est ce qui est arrivé à Shirley Goodnight, une femme ordinaire dont la vie a pris un tournant inimaginable. Shirley est née un 11 août 1950 à Mooresville, en Caroline du Nord. On la décrivait comme une femme sociable, généreuse et profondément attentionnée. Elle rayonnait et attirait les gens positifs où qu'elle aille. Shirley, c'était aussi une femme de foi, un pilier de la communauté de son église qu'elle fréquentait chaque dimanche avec sa famille, depuis toute petite. À 20 ans, en 1970, Shirley rencontre Randall. C'est le coup de foudre. Leur histoire d'amour naît rapidement, et il ne leur faut pas longtemps pour comprendre qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Ils se marient et peu après, leur fille Tracy voit le jour. Tout semblait parfait. Mais la perfection n'est qu'une illusion. Après 11 années de mariage, tout s'effondre. Les disputes incessantes, les tensions pour des broutilles. Chaque jour devenait une lutte, et finalement, ils prirent une décision difficile, divorcer. Shirley se retrouve seule avec Tracy, sans aucune aide financière de Randall. Pour subvenir aux besoins de sa fille, elle se bat, cherche des solutions. Ce combat les rapproche, elles deviennent inséparables, presque comme deux meilleures amies. Shirley et Tracy partageaient tout, des joies simples aux défis du quotidien. Mais Mooresville n'offrait pas beaucoup d'opportunités. Alors, Shirley et sa fille décident de tout quitter pour s'installer à Kannapolis, une petite ville où la vie semblait plus douce, plus prometteuse. Là-bas, Shirley décroche un poste dans une entreprise textile. Son sérieux et son dévouement ne passent pas inaperçus, et rapidement, elle gravit les échelons, devenant assistante de direction. En parallèle, Shirley s'investit dans des activités bénévoles. Elle organise des tournois de golf, participe à des événements caritatifs. Une vie bien remplie, construite à force de travail et de courage. Les années passent, Tracy grandit, quitte la maison pour bâtir sa propre vie. Et Shirley, malgré ses réussites professionnelles, ressent un vide. Elle se sent seule. Elle décide alors de chercher un compagnon, de donner une nouvelle chance à l'amour. Mais le destin n'était pas de cet avis. En 2003, Shirley fait la rencontre de Richard. Mais très vite, ce qui semblait être une nouvelle histoire d'amour vire au cauchemar. Richard se révèle violent, contrôlant. Shirley met un terme à leur relation, mais lui, il refuse de tourner la page. Cela va si loin que Shirley doit faire appel à la justice. Un ordre de restriction est finalement émis contre lui. Heureusement, dans cette période difficile, une lumière brille dans la vie de Shirley. Sa fille Tracy donne naissance à un petit garçon. Devenir grand-mère remplit Shirley d'une joie immense. Elle passe de plus en plus de temps avec son petit-fils, retrouvant un sens à sa vie. Et ainsi, la vie continue. Shirley fête ses 58 ans en 2009. Mais elle ne se doute pas que le pire est encore à venir. Alors, que s'est-il passé ensuite? Pourquoi une femme comme Shirley, aimée de tous, a-t-elle vu son destin basculer de cette manière? Je vous laisse réfléchir à cela. Les apparences sont-elles toujours ce qu'elles semblent être? 6 ans après avoir mis fin à sa relation avec un homme tyrannique, Shirley décide de tourner la page. Elle se dit que, malgré son âge, il n'est jamais trop tard pour trouver l'amour et goûter à un bonheur sincère. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Chuck Reeves, un collègue travaillant dans la même entreprise textile qu'elle. Leur rencontre ne fut pas préméditée, elle s'est produite presque par hasard. Peu à peu, ils commencent à se fréquenter. Mais cette fois-ci, Shirley avance avec prudence. Elle ne veut pas se précipiter, consciente des erreurs du passé. Leur relation s'installe doucement, s'étire sur 4 années, sans pour autant qu'ils emménagent ensemble. Puis, au printemps 2013, Chuck lui fait sa demande. À ce moment-là, Shirley a 62 ans, et elle dit oui. Cette proposition était pour elle un rêve devenu réalité. Pour la première fois, elle sent que sa relation avec un homme est solide, empreinte de respect et de sincérité. Elle confie à ses amis à quel point ses sentiments pour Chuck sont profonds, combien il représente un compagnon idéal. Mais ce qu'elle ignorait, c'était à quel point son avenir allait basculer. Le 23 juillet 2013, à 9h40 du matin, Chuck Reeves, âgé de 59 ans, contacte la police. Au bout du fil, il explique qu'il est passé chez Shirley, mais qu'elle n'a pas répondu à ses appels ni à la porte. Inquiet, il entre grâce à la porte du garage, qui était restée déverrouillée. En montant à l'étage, il entend l'eau couler dans la salle de bain. Il l'appelle, mais aucun son, aucun signe de sa part.
Craintif, il ouvre la porte. Ce qu'il découvre le glace sur place. Shirley est allongée sur le sol de la salle de bain, baignant dans une mare d'eau, le corps couvert de blessures. Chuck tente de lui porter secours, mais rien n'y fait. Elle ne reprend pas conscience. Il compose immédiatement le numéro des urgences, le 911. Lorsque la police arrive sur place, Chuck les attend dehors, visiblement bouleversé. Mais en entrant dans la maison, les agents remarquent immédiatement des détails troublants. Une forte odeur de détergent flotte dans l'air. Au sol, des traces de produits nettoyants se mêlent à des éclaboussures de sang, certaines intactes, d'autres visiblement effacées à la hâte. Que s'est-il réellement passé dans cette maison? Et pourquoi Shirley, une femme sur le point de connaître un nouveau bonheur, s'est-elle retrouvée au centre de ce drame glaçant? Les apparences sont-elles toujours fiables? Comme si quelqu'un avait tenté d'effacer certaines traces, tout en laissant d'autres marques bien visibles. Intriguant, non? Les policiers, eux, n'avaient aucun doute, il y avait quelque chose qui clochait. Le visage de la victime, Shirley, était défiguré par de multiples coups de couteau. Des blessures profondes s'étendaient également sur son cou et sa poitrine. Impossible de se tromper. Shirley avait été attaquée. Et pas qu'un peu. Ce n'était clairement pas un accident. Non, ça, c'était l'œuvre d'une rage incontrôlable, d'une colère brute. Le médecin légiste en était sûr. Celui ou celle qui avait commis cet acte connaissait bien Shirley. Et mieux encore, il ou elle la haïssait. Une haine si forte que tout le haut du corps de la victime avait été sauvagement lacéré. La scène racontait une histoire macabre. L'agresseur n'avait laissé aucune chance à Shirley. Les coups étaient si nombreux, si violents, qu'ils ne laissaient place à aucun doute. La pauvre femme avait essayé de se défendre. Des blessures dites défensives en témoignaient. Elle avait lutté pour sa vie. Mais pourquoi? Pourquoi une telle cruauté? Shirley était une femme appréciée, douce, bienveillante avec tout le monde. Elle ne se disputait avec personne. Comment une femme comme elle aurait-elle pu susciter une telle violence? Quand la nouvelle est tombée, la fille de Shirley, Tracy, s'est précipitée au commissariat. En larmes, bouleversée, elle a immédiatement coopéré avec les enquêteurs. Mais elle aussi était perdue. Elle ne comprenait pas qui aurait pu vouloir du mal à sa mère. Tout cela n'avait aucun sens. Pourtant, un détail crucial n'échappait pas aux détectives. Aucune porte, aucune fenêtre n'avait été forcée. Celui qui avait attaqué Shirley était probablement quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un en qui elle avait confiance. Un invité qu'elle avait elle-même laissé entrer. Cela ne faisait aucun doute. C'est ainsi que le premier suspect a émergé. Chuck. Il avait été proche de Shirley, très proche. D'ailleurs, c'est lui qui avait découvert le corps et alerté la police. Les enquêteurs le savaient bien. Dans ce genre d'affaires, c'est souvent la personne la plus proche qui est coupable. Tracy, cependant, refusait d'y croire. Pour elle, Chuck était incapable d'un tel acte. Malgré tout, il a été emmené pour un interrogatoire. Chuck, abattu, semblait sincère. Il ne montrait aucune résistance. Mais cela suffisait-il pour l'innocenter? Le fiancé, bouleversé mais coopératif, répondait avec précision à toutes les questions des enquêteurs. Il voulait à tout prix aider à faire avancer l'enquête pour que l'affaire soit résolue au plus vite. Chuck expliqua que la dernière fois qu'il avait parlé à sa fiancée, c'était la veille au soir, vers 20h15. À ce moment-là, il se trouvait en déplacement professionnel et se préparait à partir pour Mooresville. Shirley, elle, s'occupait de son chien pendant son absence. Leur conversation téléphonique avait été banale, presque routinière. Ils avaient parlé de son retour et de leur rencontre prévue pour le lendemain. Chuck avait promis de passer dès le matin pour récupérer son animal. Rien ne laissait présager la tragédie, mais en plein milieu de leur échange, la communication s'était brusquement coupée. Chuck, cependant, ne s'était pas inquiété. La région de Kannapolis était connue pour ses problèmes de réseau, avec des coupures fréquentes. Aucun bruit suspect, aucun cri, rien qui puisse éveiller le moindre doute. Il avait simplement supposé que Shirley était sortie de la zone de couverture et, comme leur conversation touchait déjà à sa fin, il n'avait pas cherché à la rappeler. Fatigué, il avait décidé d'aller se coucher pour être en forme le lendemain. Le matin venu, Chuck arriva chez Shirley comme prévu. C'est là que les choses devinrent étranges. La porte du garage était grande ouverte, mais celle d'entrée était fermée à clé. Pas vraiment dans les habitudes de Shirley. Chuck pensa d'abord qu'elle venait peut-être de rentrer des courses et qu'elle avait oublié de refermer complètement. Il frappa à la porte, appela, mais aucun signe de vie. Hésitant, il ne voulait pas paraître intrusif, mais l'absence de réponse le poussa à entrer par le garage. C'est là, dans la salle de bain, qu'il découvrit le corps sans vie de sa fiancée.
Le récit de Chuck concordait avec les preuves retrouvées sur place. Tout semblait crédible, et pourtant, les policiers restaient prudents. Ils n'étaient pas prêts à écarter leur principal suspect aussi facilement. Quand il a réalisé qu'il avait été injustement accusé, sa réaction a été immédiate. De l'indignation, mêlée à une profonde blessure. Qui n'aurait pas ressenti la même chose? Pourtant, il avait un alibi solide. Ce n'étaient pas de simples paroles en l'air. Son employeur l'a confirmé, tout comme les images des caméras de surveillance sur la route. À l'heure où l'agression avait eu lieu, il se trouvait à l'hôtel, se reposant avant de rentrer chez lui. Ensuite, il avait pris sa voiture et roulait sur l'autoroute. Un autre détail a fini par lever les doutes des enquêteurs. Lors d'une attaque au couteau, les assaillants finissent souvent par se blesser eux-mêmes, notamment aux mains. Mais les paumes de Chuck étaient intactes, sans aucune égratignure. Un fait irréfutable. Cela a convaincu les policiers qu'il était innocent. Cependant, une nouvelle piste s'est dessinée. Les enquêteurs soupçonnaient que l'agresseur s'était blessé durant l'attaque, ce qui expliquerait la tentative maladroite d'effacer les traces de sang sur la scène du crime. Des restes de produits ménagers et une odeur persistante d'eau de Javel semblaient appuyer cette théorie. Pourtant, malgré tout, l'affaire semblait sans issue. Aucun suspect crédible à l'horizon. Quand on a demandé à Chuck s'il connaissait quelqu'un qui aurait pu vouloir du mal à Shirley, sa réponse a été immédiate. Non. Mais après réflexion, il a mentionné un nom. Un ancien compagnon de Shirley, Richard. Cet homme était connu pour nourrir une profonde rancune envers elle. Trey, la fille de Shirley, a confirmé cette piste, dévoilant un sombre passé. Elle se souvenait parfaitement des années difficiles que sa mère avait traversées avec cet homme. Une relation toxique, des violences psychologiques et des menaces qui avaient culminé avec un ordre de restriction. Richard était brutal, imprévisible. Elle se souvenait encore des disputes où il avait menacé Shirley avec un tournevis, affirmant qu'il la tuerait. Après leur séparation officielle, il avait quitté la ville, disparaissant de leur vie pendant des années. Mais voilà où le passé revient toujours. Quelques mois avant le meurtre de Shirley, Richard avait refait surface, essayant de renouer le contact. Il était même revenu dans la ville, espérant la revoir. Mais Shirley avait catégoriquement refusé. Et pourtant, coïncidence troublante, Richard vivait désormais à 15 minutes en voiture de la maison de Shirley, travaillant dans un modeste magasin de prêt sur gage. Était-ce vraiment une coïncidence? Alors, dites-moi, croyez-vous encore au hasard dans cette histoire? Les policiers se sont rendus à l'adresse indiquée pour rencontrer Richard en personne. À ce moment-là, il avait 65 ans. Dès le début de l'entretien, il a cherché à minimiser les accusations de violence envers Shirley, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un malentendu. De toute façon, selon lui, ces accusations appartenaient au passé, et il n'avait plus rien à prouver. Richard a également présenté un alibi. Il expliqua qu'il avait travaillé la veille du crime de 9h du matin à 18h, avant de rentrer directement chez lui. Une fois chez lui, il aurait mangé un repas simple et se serait couché vers 21h. Le problème? Richard vivait seul. Personne ne pouvait donc confirmer ou infirmer cet alibi. Cela le rendait à la fois crédible et suspect. Les enquêteurs ont alors demandé à examiner ses mains, espérant y trouver des marques d'une lutte ou des blessures dues à l'usage d'un couteau. Mais ce qu'ils découvrirent était surprenant. La peau de ses mains était marquée de plaies, de croûtes et d'ulcères. Les policiers ont supposé qu'il souffrait d'une maladie dermatologique chronique, expliquant l'état de ses mains. Mais ces lésions n'avaient rien à voir avec des blessures récentes ou des signes de confrontation physique. En réalité, Richard semblait faible, presque frêle. Il se déplaçait lentement, comme s'il peinait à garder son équilibre. Sa condition physique ne correspondait pas du tout au profil d'un meurtrier capable de maîtriser quelqu'un. Cela, combiné à son historique médical, a conduit les enquêteurs à le retirer de la liste des suspects. Mais alors, qui était responsable? Les détectives, une fois de plus, se retrouvaient face à une impasse. Par précaution, ils ont brièvement examiné la possibilité que Trey, la fille de Shirley, ait quelque chose à voir avec le meurtre. Mais cette hypothèse fut rapidement écartée. Une autre théorie émergea, celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Une porte de garage laissée entrouverte semblait indiquer que le meurtrier aurait pu entrer par là. Mais un détail ne collait pas. Rien de précieux n'avait été volé. Aucun bijou, aucune somme d'argent, aucun objet de valeur. Le coupable n'était pas venu pour voler. Il avait un objectif bien plus sinistre, tuer Shirley. Cette hypothèse fut rapidement abandonnée elle aussi. Alors que les enquêteurs tentaient désespérément de connecter les pièces du puzzle, une nouvelle information arriva. Un collègue de Shirley, le directeur financier d'une entreprise textile nommée Erwin Johnson, se présenta au poste de police avec une accusation surprenante.
Il était convaincu que sa femme, Marlene Johnson, âgée de 61 ans, était responsable du meurtre de Shirley. Erwin fut immédiatement interrogé pour fournir plus de détails, tandis que les policiers commençaient à enquêter sur le passé de cette nouvelle suspecte. Marlene Johnson est née en 1952 dans une famille riche. Dès son plus jeune âge, elle a été une fille gâtée et capricieuse, capable de faire des crises de colère si les choses ne se déroulaient pas comme elle l'avait prévu. Elle prenait soin d'elle, portait des vêtements de marque et savait toujours se comporter parfaitement en société. Le 15 mai 1983, Marlene, alors âgée de 31 ans, épousa Erwin Johnson, un homme de 36 ans. Il était son opposé dans bien des aspects, calme, discret et peu enclin aux extravagances et au luxe. Pourtant, malgré ces différences, ils formaient un couple qui se complétait parfaitement. De leur union naquit une fille. Le couple vivait confortablement, chacun ayant suffisamment d'argent pour mener une vie agréable. Erwin travaillait dur pour subvenir à leurs besoins, tandis que Marlene recevait tout ce dont elle avait besoin de la part de ses parents, sans faire le moindre effort pour l'obtenir. Plus tard, elle hérita d'une grande somme d'argent, ce qui résolut ses soucis financiers pour le reste de sa vie. Au départ, elle était une femme charmante, aimable et sociable, une mère attentionnée. Mais tout cela changea en 2003, une année qui marqua un tournant dans sa vie. C'est à ce moment-là qu'elle subit un grave effondrement nerveux. Ses comportements devinrent erratiques, avec des sautes d'humeur soudaines. Elle consulta les meilleurs spécialistes disponibles, espérant trouver une solution, mais rien n'y fit. À la fin de l'année 2003, elle tenta même de se donner la mort. À partir de ce moment-là, elle reçut un traitement plus intensif. Selon Erwin, elle ne fut plus jamais la même. Elle devint imprévisible, parfois agressive, et plusieurs fois, elle menaça de faire du mal. Et ce n'était pas simplement des paroles en l'air, elle semblait prête à passer à l'acte. Que s'était-il passé dans sa tête pour qu'elle devienne ainsi? Est-ce qu'un événement particulier avait déclenché ce changement radical? Lors d'une conversation avec les policiers, Erwin montra même une cicatrice sur son bras. Elle était le résultat d'un coup de couteau que Marlene lui avait porté, après avoir une fois de plus exagéré un conflit basé sur un prétexte insignifiant. Les relations entre eux ne faisaient qu'empirer avec le temps. À un moment donné, Marlene développa la conviction qu'Erwin la trompait. Malgré les multiples assurances de son mari qu'il n'avait personne d'autre dans sa vie, elle ne le croyait pas. Il lui montrait ses réseaux sociaux, ses conversations dans les messageries et même ses contacts enregistrés. Rien n'y faisait. Cette idée fixe ne quittait plus son esprit. En 2006, elle commença à surveiller son mari de plus près. À cette époque, Erwin travaillait dans une entreprise textile, où une certaine Shirley était également employée. Pour Marlene, c'était évident, Shirley était sa maîtresse. Pourtant, ce soupçon naquit d'un simple fait anodin. Erwin avait lui-même présenté Shirley à Marlene lors d'un événement professionnel. Mais pour Marlene, cette rencontre avait suffi. Elle trouva que Shirley était trop familière avec son mari. En réalité, ils n'entretenaient qu'une relation purement professionnelle et amicale, mais cela ne convainquit pas Marlene. Ce fut le début d'une véritable obsession. Elle se persuada que Shirley jouait un rôle clé dans l'infidélité imaginaire d'Erwin. Cette obsession la poussa à traquer Shirley sans relâche. Entre 2006 et les années suivantes, Marlene passa plusieurs années à la harceler d'une manière croissante. Le 12 septembre 2010, elle engagea un détective privé pour prouver l'adultère supposé entre Shirley et Erwin. Mais après un mois d'enquête, le détective conclut qu'il n'y avait rien de suspect dans leur comportement. Plutôt que de calmer Marlene, ce rapport la mit en rage. Elle congédia immédiatement le détective et en engagea un nouveau pour poursuivre la surveillance. Ces nouveaux enquêteurs allèrent encore plus loin. Ils utilisèrent même des drones pour espionner Shirley, surveillant sa maison jour et nuit. Ils filmaient chaque personne entrant ou sortant de chez elle. Marlene savait absolument tout sur Shirley, sans que celle-ci ne s'en doute un seul instant. Elle découvrit, par exemple, que la porte de garage de Shirley était souvent laissée ouverte, ce qui représentait une faille qu'elle pourrait exploiter. Pendant ce temps, elle continuait également à surveiller son mari, espérant trouver des preuves de son infidélité. Mais toutes ses recherches restèrent vaines. Malgré cela, Marlene persistait à croire qu'Erwin la trompait. Cette obsession devint son univers, son combat. Mais jusqu'où pouvait-elle aller? Le premier incident désagréable s'est produit lors d'un événement caritatif. Imagine la scène. Marlene, hors d'elle, gifle Shirley devant tous leurs collègues et l'accuse ouvertement d'avoir une liaison avec Erwin. Un choc. Tout le monde est resté figé, incapable de réagir à ce scandale qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Quelques mois plus tard, en 2011, Shirley prévoyait un simple pique-nique avec des collègues, parmi lesquels se trouvait Erwin. À ce moment-là,
Les rumeurs sur le comportement étrange de Marlène s'étaient déjà répandues. Shirley était au courant, bien sûr. Mais cette soirée allait prendre une tournure qu'elle n'avait jamais imaginée. Ce soir-là, Marlène, obsédée par ses soupçons, décida de passer à l'action. Habillée entièrement en noir, portant un immense chapeau qui cachait son visage, elle s'installa dans le même restaurant que Shirley, à une table à peine dissimulée. Derrière un menu, elle observait, l'air suspicieux, prête à repérer la moindre preuve de sa paranoïa. Mais elle n'était pas aussi discrète qu'elle le pensait. Une serveuse, habituée à voir Marlène dans cet établissement, la reconnut immédiatement. Intriguée par son comportement bizarre, elle s'approcha et demanda innocemment pourquoi Marlène se cachait ainsi. Erreur fatale. Shirley, alertée par l'agitation autour de Marlène, comprit rapidement ce qui se tramait. Elle paniqua. Et là, ses collègues décidèrent de réagir. Ils l'entourèrent, tentant de la protéger et de l'escorter discrètement hors du restaurant. Mais Marlène n'était pas prête à la laisser s'échapper. Au moment où Shirley s'apprêtait à monter dans sa voiture, Marlène l'attaqua sauvagement par derrière. Elle l'attrapa par les cheveux, la jeta au sol et commença à la frapper sans relâche, répétant encore et encore. « Voilà ce qui arrive aux femmes qui couchent avec mon mari. » La police intervint rapidement et Marlène fut arrêtée pour agression. Mais voilà, Marlène venait d'une famille aisée et influente. Tout fut étouffé en un rien de temps. Shirley, encore sous le choc, voulait porter plainte. Mais Erwin, dans un mélange de culpabilité et de manipulation, la supplia de ne pas aller plus loin, lui jurant qu'il maîtrisait la situation. Mais est-ce qu'il la maîtrisait vraiment? Non. En vérité, il espérait simplement que tout cela s'arrête. Et toi, à la place de Shirley, qu'aurais-tu fait? Selon l'homme, après ces événements, Erwin a quitté sa femme pour s'installer seul dans son appartement. Leur relation? On pouvait la considérer comme terminée. Mais la femme, elle, n'a pas cessé de le tourmenter. Une fois, elle aurait même pointé une arme sur Erwin. Heureusement, il a réussi à échapper à cette confrontation. Cet incident l'a conduit à demander une injonction restrictive contre elle. Et pourtant, malgré tout, ils n'ont jamais officiellement divorcé. Pourquoi? Juste pour éviter les complications administratives. Mais à quel prix? Avec le temps, une certitude s'est imposée à Erwin. Seule sa femme pouvait être derrière cette attaque. Il n'avait plus aucun doute. Il s'est tourné vers la police, d'autant plus qu'il savait que Shirley, la victime, n'avait plus d'ennemis depuis des années. Et pourtant, la justice n'avait pas accusé Marlène pour son premier incident avec Shirley, une erreur qui, aujourd'hui, compliquait l'enquête. Erwin a révélé aux enquêteurs que sa femme avait désormais un nouveau compagnon, un certain Tim Connor. Était-il impliqué? Était-il la clé pour tout comprendre? Les détectives ont immédiatement demandé un mandat pour perquisitionner le domicile de leur suspect principal. Mais, surprise, elle était introuvable. Et puis, tout a basculé. Le lendemain, la femme a été localisée dans sa voiture sur un parking. Elle y a été arrêtée sur le champ. Pendant qu'elle était au poste de police, une perquisition minutieuse a été menée chez elle et dans son véhicule. Ce qu'ils y ont trouvé. Un détail glaçant. Dans le coffre, une quantité impressionnante de produits nettoyants, principalement de l'eau de Javel. La même que celle retrouvée chez la victime. Un hasard? Difficile à croire. Les experts en criminologie le savaient bien. L'eau de Javel est redoutable. Elle efface presque toutes les traces d'ADN. Et pour les enquêteurs, cela devenait un véritable casse-tête. Dans la maison, sur la table à manger, d'autres découvertes intrigantes ont été faites. Des dizaines de photos, prises avec un drone. Sur ces clichés, Shirley et sa maison, à différents moments de sa vie quotidienne. Une obsession qui, visiblement, durait depuis des années. Marlène avait tout découvert sur la vie de sa future victime, son enfance, ses habitudes, tout. Elle cherchait désespérément des preuves que son mari la trompait avec Shirley. Mais elle n'a jamais rien trouvé. Pourquoi? Parce que Shirley n'était pas intéressée par Erwin. Elle préparait son mariage avec Chuck et vivait sa vie sans prêter attention à eux. Et Erwin, il n'avait jamais regardé une autre femme pendant leur mariage. Alors, pourquoi Shirley était-elle devenue la cible de cette haine dévorante? Cela reste un mystère. Ce qui est certain, c'est que dès le départ, Marlène a refusé de coopérer avec la police. Mais combien de temps encore pouvait-elle cacher la vérité? Les détectives ont rapidement remarqué un détail troublant. Malgré son âge, Marlène se comportait comme une enfant gâtée. Elle refusait de répondre aux questions, se montrait insolente et donnait des réponses courtes et sèches. À chaque interrogation nécessitant un minimum de détails,
Elle se contentait de répondre non, rendant l'interrogatoire complètement stérile. Pourtant, un indice visible ne tarda pas à attirer leur attention. En examinant ses mains et ses avant-bras, ils remarquèrent pas moins de 5 coupures récentes, petites mais nettes. C'était un détail étrange, surtout pour une femme comme Morlaine, qui faisait toujours très attention à son apparence. Elle était connue pour son allure impeccable, et ses blessures allaient à l'encontre de cette image soigneusement entretenue. Un autre détail inquiétant fut révélé. Un de ses ongles était gravement cassé, et à en juger par l'état de la fracture, cela avait dû se produire peu de temps avant son arrestation. Une femme aussi méticuleuse qu'elle aurait sûrement pris le temps de réparer ce genre de détails, à condition d'en avoir eu l'opportunité. Les policiers en conclurent que l'eau de Javel retrouvée chez elle, les blessures suspectes et les preuves de son obsession suffisaient pour justifier son arrestation. Mais le mystère ne s'arrêtait pas là. Pendant que l'interrogatoire se poursuivait, les détectives décidèrent de retrouver son nouveau compagnon, Tim Connor. L'homme, visiblement très attaché à Morlaine, n'eut que des éloges pour elle. Selon lui, elle était douce, gentille et attentionnée. Tim était un conférencier motivant, connu pour ses nombreux ouvrages et sa réussite professionnelle. Il avait rencontré Morlaine lors d'une séance de dédicace qu'il avait animée. Lorsqu'ils l'interrogèrent sur la soirée du 23 juillet, Tim affirma qu'il venait de sortir de l'hôpital après une procédure médicale sérieuse. Il avait demandé à Morlaine de rester chez lui pour veiller sur lui. Selon lui, elle était restée toute la nuit à ses côtés, et il s'était réveillé 3 ou 4 fois pour la trouver toujours présente. Mais un détail étrange attira l'attention des enquêteurs. Le médecin légiste, en examinant le corps de Shirley, avait retrouvé un fragment de lame cassé dans sa gorge. Cela révélait la violence extrême de l'attaque, au point que l'arme blanche s'était brisée. Curieusement, tous les couteaux de la cuisine de la victime étaient à leur place. Mais en visitant le domicile de Tim, l'un des détectives remarqua que son porte-couteau, prévu pour contenir 4 lames, n'en comptait que 3. Un détail troublant. Malheureusement, le fragment retrouvé sur le corps de Shirley ne permettait pas encore d'identifier précisément l'arme utilisée. Alors, que dissimulait vraiment Morlaine? Mais il ressemblait étrangement à l'ensemble de couteaux qu'on pouvait trouver chez Tim. Quand on lui a parlé du meurtre et de l'histoire des couteaux, Tim Connor a décidé de passer aux aveux. Il a révélé qu'il avait menti à propos de son alibi. Et pourquoi? Parce que Marlene elle-même lui avait téléphoné, en lui demandant de la couvrir auprès de la police. Tim ne savait pas où le couteau avait disparu, ni même si Marlene était réellement impliquée dans le meurtre de Shirley. Il prétendait ignorer tout de l'affaire et, pourtant, il avait choisi de protéger celle qu'il aimait. Une simple erreur? Ou bien le choix tragique d'un homme aveuglé par ses sentiments? Peu de temps après, les résultats des analyses des objets trouvés sur la scène du crime sont arrivés. Et là, les faits sont devenus accablants. Quelqu'un avait tenté de supprimer les traces ADN, mais sans succès complet. Sur les rideaux de la salle de bain, ainsi que sur des mouchoirs en papier, des traces de sang avaient été découvertes. Le verdict? Elle correspondait à celle de Marlene. Le problème, c'est que Marlene n'avait jamais mis les pieds dans la maison de Shirley. Alors, comment ces traces de sang pouvaient-elles s'y retrouver? Une seule explication semblait plausible. Son implication dans le meurtre. Par ailleurs, il a été révélé que, peu avant sa mort, Shirley avait reçu plusieurs appels angoissants. À chaque fois, au bout du fil, un silence lourd et une respiration oppressante. Shirley était persuadée que ces appels venaient de Marlene. Le 24 janvier 2018, le procès a commencé. Dès le premier jour, l'accusée affichait un calme inquiétant. Elle semblait convaincue que ce crime ne serait jamais imputé à elle. Pourtant, l'accusation disposait d'un arsenal de preuves. Des témoignages glaçants, des preuves ADN et des détails troublants sur une obsession maladive qui durait depuis des années. Et ce n'était pas tout. Une agression passée, survenue dans un parking, a également été évoquée. Malgré tout cela, l'arme du crime restait introuvable. Selon la version de l'accusation, Marlene aurait attendu Shirley à l'extérieur de sa maison, près du garage. Shirley venait tout juste de rentrer du travail et s'apprêtait probablement à prendre une douche. C'est là que Marlene serait passée à l'action. L'attaque aurait débuté dans la chambre, mais après avoir blessé Shirley, Marlene aurait traîné son corps jusque dans la salle de bain. Là, elle aurait continué à poignarder sa victime, sans pitié. Le véhicule de Marlene, garé non loin de la maison, contenait des produits de nettoyage qu'elle avait apportés. Son but? Effacer les traces. Mais elle avait commis une erreur fatale. En tentant de dissimuler son crime, elle avait négligé les rideaux de la douche. Les gouttes de son propre sang y avaient échappé à son attention. Avec toutes ces preuves, le jury n'a pas mis longtemps à trancher. Marlene a été déclarée coupable de meurtre au premier degré. La sentence était lourde.
La réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. À l'annonce du verdict, la femme de 66 ans s'est effondrée. Un cri d'effroi, puis elle a perdu connaissance. Coup de théâtre final ou simple conséquence d'un poids devenu trop lourd à porter.